tirera à se présenter pour cette première demi-finale. Et Enzo Lefort qui nous fait le plaisir de nous rejoindre en cabine. C'est sympa, Enzo, de nous rejoindre pour commenter. Ça a été un peu dur, hein, ce tour de poule. Oui, ça a été dur de rentrer dans le match. Le Chinois était très fort. Il m'a pris à la gorge tout de suite. Après, j'ai essayé de trouver les solutions pour remonter. Et la 5e touche qui me porte, c'est un peu un coup du sort parce que je suis à la parade riposte et j'arrive pas à allumer. Et du coup, il me met une remise, il arrive à me toucher tout seul. Donc oui, c'est sûr, je suis un peu déçu d'être si rapidement éliminé, mais voilà, hein, sur un plateau aussi relevé et sur des matchs aussi courts sur 5 touches, ça se joue à rien du tout. Donc cette fois-ci, j'ai pas pu sortir des poules, mais voilà, ça arrive. Bon, on l'a dit à plusieurs reprises, le plateau est exceptionnel, à l'image de cette demi avec Ray Simboden, qui est vraiment l'Américain en vogue actuellement, face à Peter Yopish, dont j'ai énuméré le palmarès il y a quelques instants. Ça nous promet une belle demi. Oui, Race, cette saison, c'est ce qui se fait de mieux sur le plateau. Sur les 6 premières épreuves de Coupe du Monde, il n'a pas fait en dessous de quart de finale, donc c'est vraiment une performance exceptionnelle. J'ai rarement vu ça. Et donc oui, il a changé quelque chose cette saison, il a franchi un nouveau palier. Voilà, et pour le moment, on a eu une touche non valable. Alors vous allez voir, hein, cette fois l'appareil a été réparé entre guillemets. À droite ça s'allume rouge quand c'est valable et à gauche ça s'allume vert. Attaque et quand c'est blanc, valable. les deux côtés. L'attaque est non valable comme l'a dit l'arbitre à l'instant. Et on a vraiment une opposition de style entre Peter et Race. On voit que Race est très solidement ancré au sol, il travaille bien sur ses jambes. Et Peter qui est un peu plus aérien, qui est beaucoup moins fléchi sur ses jambes, mais par contre qui est beaucoup plus agile de la main. On voit qu'il bouge beaucoup de la main. Je pense que c'est peut-être du fait de leur âge. Peter, on ne sait pas, il n'a sûrement pas les moyens physiques de faire autant d'efforts sur les jambes que Ray Simboden qui est très jeune, qui est à 21 ou 22 ans. Donc Ray Simboden est né en 1993, le 17 avril, donc il va bientôt fêter effectivement ses 22 ans. Il est né à Tampa, en Floride. Et il a ouvert le score, l'Américain Ray Simboden, 1-0. Alors un petit peu de price money sur cette compétition, c'est toujours bien pour des sports amateurs comme l'escrime. Oui, c'est sûr que contrairement à d'autres sports, nous, lorsqu'on participe à des compétitions, il y a rarement de l'argent en jeu. Donc c'est vraiment exceptionnel de la part de l'organisation du Master de pouvoir mettre autant d'argent sur un événement pareil. Donc ça rajoute un petit peu de piment à la chose. Allez, toujours 1-0 en faveur de l'Américain. Les Américains qui maintenant en escrime sont présents vraiment dans toutes les armes, au sabre, au fleuret, à l'épée. Oui, c'était pas le cas il y a quelques années, mais surtout au fleuret, ils ont une génération montante. Ils ont tous moins de 25 ans et ils ont une équipe très solide. Ils sont vice-champions du monde en 2013 et 3e championnat du monde en 2014. Et c'est une génération très prometteuse et je pense qu'ils seront là pour un bon bout de temps encore. 2-0 déjà pour Ray Simboden. Oui, c'est vrai que en quelques années, ils ont vraiment performé. Et on sent qu'ils sont là pour durer dans cette discipline. C'est vraiment bien, c'est une bonne chose. C'est aussi une preuve de la mondialisation de l'escrime. Il y a certaines nations émergentes qui n'existaient pas il y a de cela quelques années. Donc maintenant, sur les Coupes du Monde, sur les compétitions internationales, le plateau est vraiment très relevé. Et il n'y a plus que l'Europe qui soit dépositaire du haut niveau en escrime. Alors déjà 3-0 en faveur de l'Américain, comme je vous le disais tout à l'heure. Allez, une première touche pour l'Allemand. On va aller en 2 manches gagnantes de 5 touches dans cette formule, en tout cas pour ce qui est des demi-finales. Pas de touche. Une parade riposte de Peter Yopish, non valable. Alors c'est évidemment des gens que vous côtoyez depuis pas mal de temps sur le circuit international. Vous avez rencontré à plusieurs reprises l'Américain Simboden ? Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois cette année en Coupe du Monde à Tokyo, en demi-finale. Et je perds d'une touche sur le fil 15-14. C'était un match vraiment très étriqué, très accroché. Et oui, je m'incline d'une seule touche, mais oui, je l'ai senti vraiment très puissant. D'ailleurs, il a gagné la compète après. Et 3 égalités, oui, que ça revient vite. Ça va très vite au fleuret. Enfin, ça revient dans toutes les armes de toute façon. Mais il ne faut pas se fier au score. Peter Yopish qui, un petit peu comme vous je le disais, c'est qu'à un moment donné, en escrime, on a besoin de connaître les réactions de son adversaire, de l'observer. Et parfois, on trouve la solution, ce qui permet de revenir au score.
Oui, et Peter Jopic, il est très connu dans le milieu pour être le spécialiste des remontées spectaculaires. Je l'ai déjà vu remonter plus de 15 touches dans les matchs par équipe pour finalement s'imposer. Donc c'est vraiment un tireur qui a un mental d'acier, et la preuve c'est qu'il est toujours, en tout cas très souvent présent lors des grands rendez-vous. Ce n'est pas pour rien qu'il est quadruple champion du monde. Et Racing Boden, l'Américain, qui remporte la première manche 5-3. Très bel assaut, il est toujours décontracté, hein, l'Américain. Là, on fait la petite minute de pause avant d'entamer tout de suite la deuxième manche. Et une minute de pause, ce n'est pas grand-chose vu l'intensité du match. L'intensité physique à ce niveau-là, il faut vraiment laisser aucune place au hasard. Il faut faire tout le temps l'effort, sinon on se fait tout le temps sanctionner. Donc il y a une débauche d'énergie qui est vraiment exceptionnelle de la part de ces deux tireurs. Effectivement. Allez, c'est reparti pour 3 minutes d'assaut. Une nouvelle manche. Peut-être égalisation de l'Allemand, peut-être victoire et qualification en finale pour l'Américain. Réponse donc dans moins de 3 minutes sur cette action non valable. Voilà une action où Peter Jopic essaie de plaquer. Racing Boden reprend la parade et il arrive à riposter. Il a été très précis pour le coup, parce que Jopic avait essayé d'esquiver, mais Racing Boden l'a quand même raccroché. Là, contre-attaque de Peter Jopic en action. Un petit bonhomme. Ouais, petit bonhomme, ouais. On descend sur ses jambes. Exactement. On fait passer la lame de l'adversaire au-dessus de sa tête. Et on peut allumer seul. Alors ça fonctionne si vous allumez seul. Hein. C'est-à-dire que là, s'il y avait eu 2 lampes, c'était bien sûr l'Américain qui avait la priorité. Voilà, vu que c'est la priorité à l'attaque, comme là, Peter Jopic qui porte une attaque, Boden qui essaie de l'esquiver, mais qui n'y arrive pas. Et ça fait 2-1 là pour Peter Jopic. Là, on voit Boden qui prend son temps pour tenter une attaque et il n'arrive pas à raccrocher Jopic qui lui met une contre-attaque. Ouais, il a su saisir un petit moment d'hésitation de Boden pour lui porter la touche sans se faire toucher lui-même. La riposte non, la remise non valable. La remise est non valable, elle touche au bras armé de l'Américain. 3-1. Alors là, il a pris l'ascendant, Peter Jopic. On a vu qu'il a changé de rythme. Hein. Il impose vraiment son rythme. Il est très rapide là sur la piste. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'il essaie un peu de déstabiliser Boden. Parce que Boden, comme j'ai dit, il est très posé. S'il a le temps de poser son jeu et de s'installer sur la piste, il peut être très difficile à arrêter. Du coup, Jopic essaie de le déstabiliser, mais là, il se fait contrer. Peut-être un peu trop généreux. Allez, 3-2. Toujours avantage Peter Jopic. L'Allemand. On aimerait bien qu'il y ait une 3e manche. Ça serait bien qu'il remporte celle-ci. Boden qui tente une touche derrière le dos et qui l'a réussi. Il part de riposte et il voit que c'est... Voilà, il voit que c'est bloqué de l'autre côté, il la met derrière le dos. Et ça touche. Ah, c'est beau, hein, cet escrime. C'est vraiment spectaculaire. Venez pratiquer l'escrime, quelle que soit l'arme. Hein. Vous pouvez pratiquer du sabre, du fleuret, de l'épée. Il y a le choix en fonction de votre personnalité, de vos envies et du club qui est près de chez vous. Ouais, et puis surtout, il y a souvent pas mal de clubs qui sont bien répartis dans toute la France, donc c'est pas si compliqué de trouver de l'escrime. Pourquoi vous avez choisi, vous, le fleuret plutôt qu'une autre arme, Enzo? Le fleuret, c'est l'arme d'initiation. Généralement, on commence par le fleuret s'il y en a dans le club. Et après, on peut choisir de faire d'autres armes. Pour ma part, j'ai pratiqué l'épée pendant quelques années, mais je suis toujours revenu à mon premier amour, le fleuret, parce que c'est un sport, enfin, c'est une arme qui pour moi, c'est le parfait mélange des 3 armes. Et du coup, ce n'est ni trop attentiste, ni trop rapide. On a le temps de poser son jeu et surtout la convention. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier qui touche qui a raison, c'est celui qui décide vraiment de prendre l'initiative. Allez, elle est importante cette touche, Enzo, parce que celui qui la place ira en finale ou remportera la manche. Hein. Finale si c'est le cas, si c'est Boden qui place la touche, et une manche supplémentaire si c'est l'Allemand. Mais en tout cas, essentiel, cette touche. Et du coup, un match très serré, encore une fois, 4 partout. La parade riposte de l'Allemand qui ne touche pas et la remise d'Boden. La parade riposte. Exactement. Ouais, c'est bien fait. Et l'Américain qui se sélectionne donc pour la finale. On va se retrouver juste après la pub pour la suite du Master de Fleuret. A tout de suite.